Nous sommes au XXe siècle. Une première guerre mondiale a bouleversé le monde. L'Allemagne en ressort très appauvrie. Les gens espèrent pouvoir vivre mieux et décident de croire Adolf Hitler qui promet aux Allemands un monde nouveau et moins pauvre. Une fois élu, il veut agrandir le pays. Il crée une nouvelle armée et des divisions SS pour conquérir l'Europe. La guerre commence le 1er septembre 1939. Les Juifs et les Tziganes d'Europe sont arrêtés et envoyés dans des camps par des trains, ainsi que les membres du clergé, les handicapés et les homosexuels. C'est ce qu'on appelle le régime nazi. De très rares Français décident de résister aux Allemands nazis et entendent l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 depuis Londres. Ce sont des résistants. La France est dirigée par le maréchal Pétain qui signe à Vichy l'armistice du 22 juin 1940 avec Hitler pour stopper l'avancée de l'armée allemande. La France est alors séparée en deux zones. Au nord, la zone occupée dirigée par le régime nazi dans laquelle la population française doit obéir aux envahisseurs. Et au sud, la zone libre dirigée par le maréchal Pétain. Allons en zone libre! Je recueillis pour vous le témoignage de mon arrière-grand-tante, Michel, qui avait notre âge lorsque la guerre a éclaté. Ses parents partent en zone occupée car son papa dirige une grande entreprise à Lyon et elle est donc envoyée au château de sa grand-mère avec ses frères en zone libre dans le Limousin à côté d'un village appelé Oradour-sur-Glane. Mais avant de me raconter la triste histoire d'Oradour, elle m'a expliqué comment l'on vivait dans la France des années 40. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. À la campagne, les maisons n'avaient pas encore d'électricité, pas d'eau courante, ni de salle de bain. Donc, pas de smartphone, pas de lumière. Et il n'y avait que le feu dans la cheminée pour se chauffer et cuisiner à l'aide d'une grosse marmite. Il n'y avait que les bougies ou les lampes à huile pour s'éclairer. On vivait principalement dans la pièce commune et dans les chambres. La plupart des gens avaient de très petites maisons et parfois ils n'avaient même que 2 pièces pour toute la famille. Comme nous avions une grande maison, nous avions un téléphone. Il servait aux gens de la ville. Il fallait tourner une manivelle. Une opératrice répondait pour savoir à qui l'on voulait parler. Et il fallait attendre qu'elle nous mette en contact avec la personne que l'on voulait joindre. Si elle était disponible, l'opératrice disait « Vous pouvez parler ». Il n'y avait pas de voiture, car l'essence était réservée aux armées. On se déplaçait à pied, à vélo, ou on avait parfois une carriole attelée à un âne pour les grands trajets, ou si l'on était très chargé. Il n'y avait pas d'autoroute, on passait donc par les petites routes de campagne ou des petits chemins. La vie est plus dure. Il n'y a pas de supermarché. La plupart des hommes qui produisent la nourriture sont au combat. Les femmes et les enfants travaillent dans les fermes et les champs pour continuer à produire de quoi manger. Dans les réserves officielles de nourriture du pays, une partie des récoltes et des aliments est réquisitionnée par l'armée française et par l'armée allemande, qui se sert également très souvent dans les fermes pour nourrir ces hommes. Il existe différents commerces, principalement des bouchers, des épiciers et des boulangers. Pour acheter leurs produits, les familles doivent se rendre à la mairie une fois par mois pour recevoir des tickets de rationnement. En fonction du nombre de personnes dans les foyers, on calcule les portions par aliment. Elles sont très limitées. Il ne faut rien perdre, rien gaspiller. Pour faire ses achats, on se rend chez le commerçant. On lui donne son ticket et il prépare la quantité à laquelle on a droit et qu'on lui paie.
Il n'a pas le droit d'en donner plus. Mais certains commerçants pratiquent le marché noir, c'est-à-dire qu'ils gardent des portions en réserve et les vendent secrètement, bien plus cher. C'est interdit. Parfois, les familles s'organisent pour s'entraider. On donnait un œuf à la voisine, un peu de lait mis de côté pour une maman. On faisait griller du pain qu'on envoyait dans une boîte en fer à nos parents en zone occupée pour qu'ils aient un peu plus à manger. Il existe des cafés, mais pas de restaurants. On se retrouve dans le village, chez les commerçants, mais on ne peut pas s'inviter à dîner les uns chez les autres. On allait à l'école à pied. Il y avait une classe au milieu de laquelle il y avait un poêle à bois pour se chauffer. Les niveaux étaient mélangés. Chacun apportait une bûche et sa gamelle. Il n'y avait pas de cantine. On déposait sa gamelle sur le poêle pour pouvoir réchauffer sa nourriture. On gardait le plat en dessous et le dessert, un bout de pain ou une pomme, au-dessus. On y allait en sabots de bois qu'on amenait chez le maréchal Ferrand pour qu'il y mette un fer en dessous. Ça servait de semelle pour protéger le sabot et le garder longtemps. Lorsqu'il neigeait, on pouvait glisser comme avec un patin à glace. Filles et garçons, petits et grands, jouaient et travaillaient tous ensemble. À la maison, il y avait une dame qu'on appelait la lingère. Son métier était de s'occuper du linge. Les édredons et les oreillers étaient faits avec des plumes d'oie. Les draps étaient faits de coton très épais. Pour les laver, il fallait les mettre dans d'immenses bassines qu'on appelle lessiveuses. On faisait bouillir le linge dehors, sous le feu, et l'on tournait avec un grand bâton. Ensuite, on avait de grandes planches de bois sur lesquelles on avait creusé des rayures, comme des sillons sur lesquels on frottait le linge sale avec une brosse et de gros pains de savon. Puis on recommençait à faire bouillir, remuer, frotter, battre le linge plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit propre. Ces femmes avaient les mains très abîmées et elles devaient avoir beaucoup de force, car les draps déjà très lourds secs l'étaient encore plus lorsqu'ils étaient mouillés. Après cela, on étendait les draps sur les pelouses et sur les haies pour qu'ils puissent sécher. Notre lingère pouvait travailler confortablement, car il y avait une source dans le jardin. Alors on pouvait prendre de l'eau à l'aide d'une pompe, mais il fallait du temps. Sinon, il fallait aller au lavoir dans le village, ou à la rivière, où l'eau était très froide. Ensuite, on tirait le linge et on le repassait à l'aide d'un fer en fonte posé près du feu. Puis, on le pliait selon des règles précises et on le rangeait dans les armoires avec de la lavande, des fleurs séchées, des savons afin de le protéger et d'en prendre soin. Le linge était bien blanc et sentait très bon. Avec mon petit frère, nous dévalions les collines jusqu'à Oradour. Je le mettais sur mon guidon et nous foncions à toute allure sur les routes de campagne. C'était à 5 kilomètres à peine. On allait manger une glace chaque semaine chez le boulanger-pâtissier. Et nous jouions avec ses enfants qui étaient nos camarades. Ce week-end-là, c'était la fête Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement. On allait donc fêter les premières communions des enfants à l'église. Il y avait un tram qui passait dans la ville et les familles allaient arriver. Il y avait une école d'enfants alsaciens réfugiés ici à cause de la guerre. Il y avait une petite fille juive qu'on appelait Sarah Bernard.
et qu'on cachait là, chez Anna Gabrielle, la gantière du village, pour qu'elle ne soit pas envoyée dans un camp d'où elle ne reviendrait pas. On aimait bien aller à Oradour. C'était là qu'on faisait quelques courses quand on en avait besoin et qu'on allait voir nos amis. On allait chez le coiffeur, boire quelque chose, on allait à la messe et il y avait une fête sur la place du champ de foire le dimanche. On vivait sans souci, simplement et très joyeusement. La vie était simple et modeste, mais on n'y pensait pas. On était insouciants malgré la guerre et très heureux. En zone occupée, les combats s'intensifient. Les Alliés, parmi lesquels des Américains, des Canadiens, des Anglais et des Français, arrivent par les plages normandes. Ça s'appelle le débarquement. La nuit du 5 au 6 juin 1944, des quantités de bateaux arrivent sur les plages de Normandie pour se battre contre les Allemands. Puis il y aura des combats en avion. Grâce à cela, ce sera bientôt la fin de la guerre. Depuis l'appel du général de Gaulle, depuis Londres le 18 juin 1940, des hommes et des femmes agissent dans le secret pour faire reculer l'armée ennemie autant que possible. On transmettait des messages codés, on brisait des ponts pour empêcher son passage, on créait des pièges. Certains Français dénonçaient ces résistants aux soldats de l'armée nazie qui les tuaient. On les appelle les collaborateurs. Certains d'entre eux partageaient les idées nazies. D'autres espéraient gagner de l'argent en échange pour améliorer leur mode de vie, ou bien simplement pour se venger d'une personne qu'on n'aimait pas. Parmi les résistants, certains sont restés célèbres. Jean Moulin, Pierre Brossolette, Paul Éluard, Aragon, Destienne-d'Orves et bien d'autres encore. Le débarquement a lieu. L'état-major, c'est-à-dire les officiers nazis, s'inquiètent car ils risquent de perdre la guerre. Ils organisent 3 réunions, qu'on appelle des conseils de guerre, dans les villes voisines d'Oradour pour monter une opération spéciale afin d'effrayer les résistants et de décourager l'armée française. Une division de SS est recrutée, parmi laquelle de nombreux Alsaciens. Les plus jeunes ont à peine 17 ans. Ils partent et fouillent ferme en chemin à la recherche d'armes. Ils brûlent tout sur leur passage. La lingère reste couchée dans le champ de ses parents au milieu des herbes hautes. Elle n'a pas été vue. Elle est sauvée! Oradour est encerclée par les chars. Sarah entend parler les SS. Comme elle parle allemand, elle les comprend et va se cacher sous le lit. Tous les habitants sont prisonniers du village. Ils sont tous rassemblés sur la place du champ de foire. On est le 10 juin. Il est 14h45. Il fait beau. Les SS demandent si des armes sont cachées. Mais personne n'en possède. Ils veulent trouver des résistants. Le pâtissier demande s'il peut aller vérifier ces gâteaux qui risquent de brûler. Mais on lui répond qu'on s'en occupera plus tard. On sépare les gens. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. On doit se dire adieu. Il y a 180 hommes et garçons de plus de 14 ans qui sont répartis dans 6 fermes du village. Les femmes et les enfants sont emmenés dans l'église. Il y a 350 victimes parmi les femmes et les enfants. Une seule femme va réussir à s'échapper. Un enfant et une vingtaine d'hommes sont rescapés en tout. Les 643 habitants d'Oradour sont tués. Pas une maison ne restera intacte. De chez nous, on voyait des flammes tout au long de la nuit. C'était si important que cette nuit-là, il faisait jour à cause des flammes.
On savait que quelque chose de terrible s'était passé. C'était plus grave qu'un incendie. Derrière les fenêtres, sur le chemin du retour, dans les villages voisins, les femmes, cachées derrière leurs rideaux, ont vu les jeunes SS rentrer après le massacre. Ils pleuraient à cause de ce qu'ils avaient fait. Notre gardien a couru à Oradour le soir même pour porter secours. On a retrouvé le corps de Sarah, là où elle s'était cachée, mais elle n'avait pas survécu. Une rue de Paris porte son nom. Nous sommes tous allés dans le village pour essayer de retrouver quelques blessés et ranger ce que l'on pouvait trouver d'intact. Nous n'avions que le silence à offrir. Grâce à Oradour, on va parler pour la première fois de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que même en temps de guerre, on doit protéger les civils. Il y a des règles à respecter. Aujourd'hui encore, le village est silencieux pour honorer la mémoire des victimes. Juste à côté, un nouveau village d'Oradour a été construit. C'est le seul village de France sans nom de rue. Dans l'église, il y a une seule chose qui a miraculeusement survécu au feu. Le confessionnal en bois, alors que même la cloche a fondu. La paix règne dans le village. Tout est resté à sa place. Lorsque nous sommes arrivés dans le village, il pleuvait. Lorsque nous l'avons quitté, un chemin noir dans le ciel nous montrait l'histoire de tous ses habitants. C'est comme si, dans le ciel, il nous montrait le chemin de la paix. Car plus loin, il y a toujours la belle lumière du pardon de Dieu. Aujourd'hui, les témoins sont rares, mais il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Nous avons le devoir de rendre hommage à ceux qui se sont battus, aux victimes, aux courageux. Et puis, on doit informer les enfants et les adolescents pour que cela n'arrive plus jamais.